nous prenons cette question-là. Bonjour, je suis la question de Dave Anguillet Walker. Bonjour, je suis Dave Anguillet Walker du Gabon et mes questions, il est du Gabon. Et mes questions sont les suivantes. Comment faites-vous pour convertir vos clients? Comment les éduquez-vous à l'achat en ligne? Quelle est la place des réseaux sociaux dans le processus d'achat sur vos sites? Comment faites-vous pour fidéliser vos clients? Mes questions sont dédiées à tous, en commençant spécialement par M. Maya. OK. Alors, merci Dave pour ta question. Comment faisons-nous pour convertir nos clients? C'est-à-dire que, en fait, tout part de ce que Pierre a dit tout à l'heure, tout part de la niche. Qu'est-ce que tu veux vendre et tu veux les vendre à qui? Alors, nous savons ce que nous voulons vendre parce que nous sommes une plateforme de vente des courses alimentaires et nous nous arrêtons là. Alors, nous ne vendons pas les smartphones et tout ça. Nous ne vendons pas des habits comme Sénèque. Donc, nous voulons nous focaliser dans la vente de courses alimentaires. Alors, à qui nous voulons vendre cela? Aux personnes qui sont censées faire des provisions alimentaires à la fin de chaque mois. Ensuite, aux personnes qui ont la flemme, comme moi, d'aller faire le marché à Zand ou bien dans un autre marché ou dans un supermarché, mais aussi aux personnes qui sont dans la diaspora qui aimeraient approvisionner leur famille en produits alimentaires sans forcément avoir besoin de leur envoyer en cash. Donc, nous savons ce que nous voulons faire. Ensuite, nous savons où trouver nos clients et nous savons qu'est-ce qu'il faut leur dire par rapport à ces trois segments-là pour qu'ils puissent venir faire leurs achats sur notre site. C'est ce qui fait que nous pouvons les convertir. Alors, comment nous les éduquons à l'achat? C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de communication qu'il faut avoir. On sait que ça passe par les publicités sur les réseaux sociaux, ça passe par les publicités sur les différents moteurs de recherche, un bon référencement, ça passe également par l'email marketing, ça passe également par tout ce qui est preuve sociale. Donc, toutes les personnes qui ont acheté chez nous, ils doivent dire qu'ils ont acheté chez nous, comment ils ont apprécié la commande qu'ils ont passée chez nous, est-ce que les produits sont des bonnes qualités, des mauvaises qualités, tout ça, ça compte dans tout ce qui est preuve sociale. Comment faisons-nous pour fidéliser nos clients? C'est vrai qu'en termes de fidélisation de clientèle, il y a des stratégies internes aux entreprises qu'on ne divulgue pas forcément parce que chaque structure, chaque entreprise, chaque boîte, chaque plateforme a sa stratégie à elle, qu'elle garde secrète, c'est un peu sa boîte de Pandore. Mais il y a beaucoup de stratégies qui existent en termes de e-commerce ou en termes de commerce tout court que vous pouvez exploiter comme des cartes de fidélité, comme les promotions du 2+1 ou du 1+1, comme les productions du 10%, comme les productions du un produit en plus sur un panier, comme les journées célibataires que vous pouvez créer, comme Alibaba le fait, ou bien d'autres journées que vous pouvez créer à la fin du mois si vous voulez faire des réductions à la fin du mois et convertir davantage. Donc, tout dépend de comment vous allez vous lancer et quelle stratégie vous allez mettre en place par rapport à vos niches clientèle. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à dire par rapport à ça. Sénèque, ça te tente? Comment faites-vous pour convertir vos clients? Comment les éduquez-vous à l'achat? Quelle est la place des réseaux sociaux dans les processus d'achat sur vos sites? Et ainsi de suite. Ouais, bon, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais on va essayer tout simplement de compléter. Déjà, par rapport aux clients, nous qui travaillons plus sur les réseaux sociaux, je pense que quand un article intéresse déjà un client, c'est beaucoup plus simple au fait, parce que là, c'est le client qui vient vers vous. Et tout ce qui reste à expliquer, c'est le process au fait, comment est-ce que vous pouvez travailler de sorte que les clients puissent avoir accès à la marchandise et tout ça. Donc, non seulement nous, on travaille beaucoup plus sur la qualité, de sorte que quand le client il est satisfait, c'est beaucoup plus simple pour que le client puisse revenir. En fait, déjà, de ce côté-là, comme on dit, notre taux d'acquisition devient de plus en plus. On a dû quand même revoir le tout qu'on a loué au fait notre budget par rapport au taux d'acquisition parce qu'il y a de plus en plus de clients, des anciens clients qui reviennent parce que non seulement ils ont été conquis ou bien acquis déjà en termes de par la qualité des produits qu'ils ont eu à recevoir. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que sinon, pour une plateforme de e-commerce, si chaque fois vous devez toujours débourser le même budget pour avoir de nouveaux clients, et alors que les anciens clients partent, c'est vraiment compliqué pour vous, en fait. Mais par contre, aussi, par vos différents produits, vous arrivez non seulement à fidéliser ceux qui étaient là, ceux-là pour qui vous avez déjà eu à louer un budget pour les avoir,
ça sera encore beaucoup plus simple pour eux de revenir. Et puis après, votre budget vous permettra tout simplement d'acquérir de nouveaux clients tout en fidélisant les anciens déjà en fait. Moi, je pense que tout tourne autour de l'article des marchandises que vous présentez, les ventes. Et c'est grâce à ça que vous arriverez à fidéliser les clients. Et aussi, au-delà de ça, il y a aussi le service aussi qui va avec l'article que vous vendez et tout ça. Donc, ça veut dire votre service de livraison, tout ça, ça rentre aussi en compte. Comment est-ce que vous abordez les clients, votre service votre call center et tout ça, comment est-ce que vous arrivez à avoir les feedbacks de vos différents clients pour savoir un peu comment est-ce qu'ils ont eu à apprécier ou pas votre marchandise. Et donc voilà, c'est en fonction de tout ça, quand on met tout ça ensemble, c'est là qu'on sait se rendre compte si les clients ils apprécient ou pas tout ce que nous faisons sur le terrain. Merci, Sénèque. Alors, je prends la question il est en mode anonyme. Lorsque vous travaillez avec plusieurs fournisseurs, comment faites-vous pour vous rassurer que les articles qui sont sur le site web sont aussi disponibles physiquement? Est-ce que les fournisseurs ou vous-même qui gardez la marchandise? La question peut s'adresser à Kenny. Lorsque vous travaillez avec plusieurs fournisseurs, comment faites-vous pour vous rassurer que les articles qui sont sur le site sont aussi disponibles physiquement? Oui, déjà, actuellement, comme j'ai dit, on a ces systèmes de contrats. Donc, chaque vendeur a un contrat chez nous qui l'oblige à nous faire parvenir chaque semaine son niveau des stocks. Mais en même temps, le système prévoit la gestion du stock automatique, donc automatisé. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 15 paires de chaussures pointure 41, automatiquement, à chaque commande terminée, donc à chaque commande effective, il y a des réductions de stock. Donc, il y a un système de gestion de stock automatisé, mais en même temps, le partenaire ou le fournisseur est censé nous envoyer chaque semaine son niveau des stocks. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. OK. Mais est-ce que vous pensez travailler aussi avec le mode comme Amazon FBA où vous stockez les produits? Chaque fournisseur, vous avez un hangar, un entrepôt géant où chaque fournisseur a un petit rayon, il stocke dedans et puis vous, ça vous limite le temps de gestion, le délai de la gestion de commande? Lorsque nous aurons suffisamment de financement, nous allons finalement avoir ces systèmes-là. Mais actuellement, les produits sont stockés chez le fournisseur, chez les vendeurs, et nous, on fait les livraisons uniquement sur les produits qui sont commandés via notre e-commerce. Parfait. Merci, Kenny. Merci. Nous prenons la question de monsieur Davis Makassi. Comment faire pour lancer un e-commerce en RDC? Est-il facile de lancer un e-commerce en informatique? Kenny, tu peux te lancer aussi sur ça? Vu que tu vends des gadgets aussi. Comment faire? La deuxième partie de la question, je n'ai pas compris. Comment faire pour lancer un e-commerce en RDC? Est-ce qu'il est facile de lancer un e-commerce en informatique? Oui, c'est très facile. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon système est basé vraiment sur… Donc, c'est vraiment un marketplace. Moi, j'ai juste ma plateforme et quelqu'un vient vendre. Donc, n'importe qui peut vendre n'importe quoi. Sauf, bien sûr, des produits qui sont prohibés. Mais par contre, si vous-même, vous voulez commencer à vendre vos produits informatiques, ben, il faut commencer par avoir d'abord un site Internet. Vous pouvez vous pouvez créer votre site vous-même de A à Z ou bien passer par des CMS. Je parle de WordPress ou PrestaShop. Tout comme, et puis à part ça c'est juste l'architecture, hein, mais il faudrait aussi avoir votre propre stock. Quels sont les produits que vous voulez vendre? Quels sont ces outils informatiques que vous voulez vendre? Est-ce que ce sont des ordinateurs, des souris, tous ces composants? Et comment surtout vous approvisionnez? Est-ce que vous allez acheter ça en Chine? Comment vous allez faire venir ça en RDC et comment vendre? Donc, tout ça, je crois, vous pouvez faire ça sur papier. Et puis, voilà. Donc, je ne peux pas vous expliquer concrètement ce que vous devez faire, mais c'est ça, en fait, la généralité. En fait. D'accord. Nous avons une question de M. Steve Munga. Il dit « Bonjour, j'ai également une question. » M. Steve Munga. Donc, bonjour, j'ai également une question. Comment faites-vous pour garantir aux clients que la marchandise aura la même qualité que celle proposée?
Qui répond? Pierre Bon, Sénèque, comment moi, je peux faites-vous pour répondre. garantir que la marchandise aura la même qualité que celle proposée? Oui, bon, déjà, nous, en tant que marketplace, Et que proposez-vous si ce n'est pas le cas? ouais, déjà, nous, en tant que marketplace, on s'assure à ce que les différents produits d'autres partenaires se trouvent déjà à notre niveau, en fait. Ça veut dire les différents partenaires, ils arrivent à présenter, à ramener leur stock, au fait, à notre niveau. On s'assure de la qualité avant de pouvoir présenter sur la plateforme. Et puis, en tant que marque, voilà pourquoi nous, on travaille que sur nos propres images, en tout cas. On travaille, on a le coût de notre shooting qui est dans nos différents budgets, au fait, mensuels, de sorte on s'assure à ce que le produit qui est présenté vient de chez nous. Donc, on n'est pas dans la logique de ceux-là qui vendent des articles qui viennent peut-être avec des images qui viennent peut-être de Google et tout ça. Là, c'est déjà compliqué parce que je vois, il y a pas mal de gens aussi qui évoluent dans le secteur. Ils ont le produit, je ne sais pas, peut-être ils ont le produit ou pas, mais ce qui est sûr, ils utilisent des images d'autres plateformes ou bien d'autres prestataires et tout ça, c'est que c'est déjà compliqué. Il faudrait que les clients ou bien les consommateurs soient très vigilants par rapport à ça parce que ce n'est pas deux fois intéressant de pouvoir commander quelque chose et puis vous rendre en fin de compte que ce n'est pas l'article qui a été commandé et tout ça. Et nous, pour pallier à tout cela, nous, on s'assure que les articles qui sont à notre niveau, bien qu'ils viennent d'autres fournisseurs et tout ça, sont vraiment les articles que nous allons présenter sur la plateforme en termes de qualité et nous organisons nous-mêmes nos propres shootings pour s'assurer du fait que ça ne soit pas des articles différents. En fait, l'article que nous allons présenter sur la plateforme soit vraiment l'article que nous allons livrer aux clients. Et au cas où, je crois, au début, peut-être on connaissait ce genre de problème, mais à l'heure actuelle, c'est plus le cas. C'est peut-être au début qu'on avait commencé, qu'on pouvait se rendre compte que voilà, l'article, peut-être qu'il y avait un petit souci en termes de qualité, ou bien peut-être c'est pas l'article du client, ou bien il y avait peut-être un problème au niveau des couleurs, peut-être. Ce genre de problème, oui. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà eu à résoudre il y a bien longtemps, en fait. À l'heure actuelle, on s'assure nous-mêmes de la qualité. On veille sur les images. Nous avons le droit sur toutes les images que nous présentons sur nos différentes plateformes. Kenny, Pierre, comment Oui. faites-vous? Kenny, toi qui as une marketplace, comment fais-tu pour garantir la qualité de la marchandise qui est sur ton site que tu proposes? Je dois vraiment dire la vérité. Woodap a plus de 40 vendeurs et avec plus de 1000 produits. Donc, c'est pratiquement impossible comment je veux dire, de gérer tout le produit, de s'assurer vraiment de la qualité de tout le produit. Mais par contre, nous utilisons un key metrics, une valeur, ce sont des plaintes, de retour des clients. Donc, un vendeur a droit à 10 plaintes maximum chaque mois. Donc, au-delà des 10 plaintes par mois sur la qualité du produit, sur l'erreur des descriptions, parce que parfois, il y a des clients qui peuvent dire ben, j'ai acheté ceci, mais ça ne correspond pas à la description, ce n'est pas ce que vous avez dit. Tout ça, ces genres de plaintes, nous le mesurons. Et une fois que le vendeur atteint 10 plaintes au courant d'un mois, automatiquement, on le suspend. Qui qu'il soit, on le suspend et on essaye de lui prodiguer des conseils ou bien s'il s'en dessus, on le supprime carrément. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. On ne peut pas garantir à 100%. En un mot. Mais qu'est-ce que vous proposez à l'acheteur si le produit n'est pas le même? Si le produit n'est pas le même, l'acheteur peut bien sûr retourner le produit et se faire rembourser. Et d'ailleurs, se faire rembourser la totalité. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, le paiement, on est un marketplace, mais les paiements, c'est fait directement chez Woodap. Et c'est Woodap qui envoie de l'argent chez les vendeurs. Ça, après la livraison, après 3 jours ou 4 jours laissés au client pour voir la qualité et tout. Donc, c'est comme ça. Le vendeur peut se faire rembourser automatiquement via Woodap s'il a effectivement raison sur ces plaintes. Parce que dans tous les cas, ces plaintes doivent aussi être soutenues. Donc, il ne faut pas vous acheter quelque chose et puis après, vous commencez à se plaindre juste comme ça. Vous devez soutenir aussi cette plainte. C'est comme ça. Pierre? Oui, en fait, on a un service après-vente. Hein, donc, à chaque livraison, on recontacte le client pour savoir si le produit livré correspond à ce qu'il avait commandé. Et s'il y a un problème, d'habitude, ce qu'on fait, si c'est par exemple c'est un congélateur ou un congélateur ou je ne sais pas
quelque chose alimentaire, on accorde normalement pour ce qui est le congélateur, par exemple. S'il y a eu un problème de défaillance, ça ne fonctionne pas ou quelque chose, on envoie un technicien pour faire le constat. S'il faut remplacer, on remplace. S'il faut même changer, les clients peuvent dire non, non, je ne veux plus de ça, je veux autre chose, on remplace sans problème. Pour ce qui est de l'alimentaire, on accorde un délai de 2 jours où, au cas où le client réclame quelque chose, on peut changer, on peut remplacer, donc on peut rembourser l'argent s'il veut. Mais la plupart des temps, ce qui nous permet de garantir, en tout cas, c'est les services après-vente et la garantie qu'on accorde aux clients. Et on a déjà connu de cas comme ça où un client, on lui a livré, il n'a pas touché par exemple à son congélateur pendant une semaine, par après il nous appelle pour dire mais voilà, je viens plein débrancher mon congélateur mais ça marche pas, on envoie un technicien, s'il faut réparer, on répare, s'il faut remplacer, on change. Donc voilà un peu comment je peux dire, donc on assure un service après-vente pour pouvoir garantir aux clients qu'en cas de besoin, en cas d'un petit souci, on est là pour ça. Alors, il a une autre question. Quel est le délai de livraison en moyenne d'un produit au client? Pour nous, ça dépend, mais le maximum, c'est 2 jours en fait. Sur quelle ville? Maximum. Bon, pour Kinshasa, par exemple, c'est en tout cas dans le 24 heures ou 48 heures après la commande, on livre. Et pour ce qui est des autres provinces, c'est plus les habits, hein, les costumes et tout ce qui va avec. Là, maintenant, ça dépend maintenant avec les agences partenaires avec qui on travaille. Mais d'habitude, au maximum 5 jours, la livraison est faite. Sénèque, quel est le délai de livraison en moyenne? En moyenne, à Kinshasa, nous, on livre dans 2 jours. Et puis, pour les provinces, ça dépend. Pour ce qui est, les provinces à Kinshasa, les provinces, on a Lubumbashi, Goma, Bukavu, ça se fait en 5 jours avec notre partenaire. Et puis, pour la diaspora, nous livrons dans 7 jours. Ça dépend, en fait. 7 jours-là, c'est pour l'Europe. Pour ceux qui sont au niveau de l'Amérique, ça se fait dans 10 jours. Donc, on y va dans 2 jours pour Kinshasa, dans 5 jours pour Lubumbashi, Goma, Bukavu. On va dans l'idée de 7 jours pour l'Europe et puis 10 jours pour les USA et l'Amérique. OK, parfait. On va prendre une autre question, la question de M. Emmanuel Atama. En RDC, existe-t-il une concurrence où le terrain est encore vide? Thierry, tu peux te lancer? En RDC, existe-t-il une concurrence dans les e-commerce où le terrain est encore vide? Ou bien dans ce que tu fais? Hein? Bon, en RDC, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Hein. Tu sais, quand nous regardons les pays comme la France, Belgique ou Londres ou États-Unis, Canada, les compagnies e-commerce, il y en a des milliers. Hein. Donc, au Congo, je pense que cela n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup d'opportunités pour beaucoup de gens d'entrer dans ce marché-là. D'entrer dans ce marché-là. Donc, il y a beaucoup de niches qui sont encore ouvertes, que les gens n'exploitent même pas encore, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans les ventes des articles, l'alimentation, donc je dirais dans tous les secteurs pratiquement. Donc, et il n'y a pas, je peux dire, on n'a pas un Amazon, je peux dire, qui couvre tout le Congo, qui est intégré verticalement dans ces opérations. Tout le monde, inclus moi-même, nous dépendons tous comment je peux dire, d'un partenaire logistique ou de quelqu'un qui peut faire la livraison à domicile. Donc, il y a toute cette chaîne-là. On n'a pas encore vraiment un opérateur qui dit que bon, je m'intègre tout verticalement, je livre dans tout. Il y a le monopole, quoi, qui aurait le monopole. Qui n'aura pas nécessairement le monopole parce qu'il peut y en avoir d'autres qui se développent aussi de cette même façon-là. Donc, ce n'est pas encore là, mais peut-être d'ici 10-15 ans, ça peut arriver. Je sais que d'autres pays comme le Rwanda sont un peu beaucoup plus avancés de ce côté-là. Le Kenya, l'Afrique du Sud, etc. sont beaucoup plus avancés. Mais le Congo, je crois aussi, arrivera. Parfait. Merci. Nous prenons une question. S'il te plaît, oui. je peux ajouter quelque chose que Thierry a dit tout à l'heure? Oui, vas-y. Et en fait, j'ai cru entendre qu'il a dit qu'il n'y a pas de e-commerce qui livre partout. Woodap livre partout en RDC. Non, qui est le monopole, je crois. Thierry, c'est ce que tu as dit? Monopole, je ne sais pas. Mais Woodap livre partout en RDC. Mais on n'a pas le monopole. Hein. Il y a plusieurs e-commerçants.
qui livrent ici et là, mais Woodap livre partout en RDC, même dans des endroits. On a aussi des partenariats. On est dans 3 villes, mais nous livrons partout. C'est-à-dire, on a des sièges dans 3 villes, mais on livre partout. Parce qu'on a des partenaires ainsi. Par exemple, pour Kolwezi, Likasi, Kasumalesa, c'est Moulika, hein, un partenaire là, tout ça. Donc, on livre avec des partenaires comme ça, presque partout en RDC. Partout, oui. Non, moi je disais en fait qu'il était verticalement intégré. Vous voyez, non? Vous voyez, comme par exemple ici Amazon, quand je commande quelque chose à la maison, c'est un livreur, un indépendant, mais qui conduit un camion Amazon qui vient me livrer à domicile. Vous voyez, non? Que je sois ici chez moi, que je sois dans une autre ville. Donc, cette intégration-là, Amazon a ses dépôts où les commerçants déposent leur stock. Oui, le Amazon FBA. Le fulfillment et prend un pourcentage, vous voyez, non? Mais il livre jusque... Je parlais avec un livreur quand une fois il était venu déposer un paquet chez moi à la maison. Je lui ai demandé, mais par jour, comme ça, tu peux livrer combien de paquets? Il me dit qu'à lui seul, il doit faire au moins 130 paquets en moins de 8 heures de travail. J'ai dit, ah bon, tu arrives à faire tout ça en 8 heures? Il dit oui, c'est pour ça que même je ne toque même pas la porte. On prend juste la photo avec le téléphone qui montre que le paquet a été livré devant ta porte et je suis parti. Je n'ai pas le temps d'attendre de sonner la sonnette ou quoi, tu vois. Donc, bien sûr que ça ne peut pas se passer au Congo parce que si là on faisait ça, on allait voler tous les paquets que les gens laissent. On repasse après le livreur. On n'est pas encore à ce niveau-là. D'accord, merci. D'accord, c'est bon. Oui. Alors, nous reprenons une question de Dave. Ma question sur les réseaux sociaux était en fait de savoir si toutes vos ventes étaient faites sur votre site ou s'ils les font aussi par chat ou WhatsApp ou Messenger par exemple. Kenny, toi qui as intégré le WhatsApp Business, donc est-ce que toutes les commandes se passent sur le site ou bien il y a une partie sur WhatsApp et sur Messenger? Toutes les commandes ne passent pas sur le site directement. Certaines passent par WhatsApp, d'autres, bien sûr, le site. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, qui passent par les appels, le simple appel. « Allô, monsieur tel, je suis ceci, veuillez me livrer ceci. » Donc, pas forcément sur les sites parce qu'au début, on obligeait les gens à le faire. Mais en fait, à un moment donné, on s'est dit, bon, les Congolais ne sont pas encore adaptés à ça. Ce n'est pas vraiment leur truc de tous les jours, de commander en ligne et tout. Et ils pensent automatiquement qu'en commandant en ligne, ils auront besoin d'une carte. Alors qu'ils peuvent commander sans pour autant avoir une carte et se faire livrer et payer à la livraison. Donc, on a dû accepter tous les autres canaux de vente, oui. Pas seulement le site Internet. Voilà. Sénèque, ça t'arrive aussi de vendre sur WhatsApp, sur Messenger? Oui, nous maintenant, on peut dire 90% ou bien 80% de nos commandes passent via WhatsApp. Dans le sens où, non, depuis le départ, plutôt, depuis qu'on a commencé avec Mondato, on est beaucoup plus allé dans une logique de nous adapter au fait au marché. Ça veut dire nous, on a commencé avec l'idée d'une application mobile. On a essayé un peu de voir sur le terrain comment est-ce que le marché réagissait par rapport à cela. On est allé sur un website et là, maintenant, on s'est aligné derrière un compte business WhatsApp qui marche super bien en tout cas, dans le sens où les consommateurs, ils sont beaucoup plus… les consommateurs congolais, ils sont beaucoup plus flexibles ou bien ils veulent d'une plateforme qui leur permet plutôt de pouvoir avoir accès aux différents produits facilement en fait. Ça veut dire, l'idée pour nous, c'était de faciliter un peu le process au fait parce que dans la plupart des cas, se maintenir sur un website, c'était bien. On a un website en faisant le produit au niveau de notre website, les gens ils arrivent à voir, mais sauf que la suite, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Ouais, parce que dans l'idée où les gens ils peuvent carrément vous faire de capture d'écran de ce qu'ils ont vu sur le website et puis vous écrivent sur soit Messenger ou bien sur WhatsApp pour vous dire, ben voilà, je veux tel article. Et du coup, insister sur le fait qu'il fallait carrément leur retourner sur le website. Ben voilà, après, il faut cliquer dans tel truc pour faire ça, pour arriver à passer votre commande. Et pour certains, ça a découragé un peu au fait. Donc, comme j'ai dit, nous, on est allé dans une logique où on s'adapte au marché, on arrive à comprendre le consommateur, on se dit, bah, on s'est mis à la place du consommateur, comment est-ce qu'il veut. L'idée pour nous, c'est de vendre. Et c'est comme ça que ça marche. Du coup, on a notre website qui est toujours opérationnel pour ceux qui sont affûtés au fait, qui sont beaucoup plus calés dans le numérique, en tout cas dans le e-commerce. Ils arrivent à passer leurs commandes via notre website. Et puis, pour ceux-là qui veulent des histoires assez simples, ça veut dire qu'ils voient le produit, l'article sur
la page ou bien sur nos différents comptes, de nous écrire directement, ben voilà, j'ai besoin de tel article, comment ça se passe pour la livraison, et puis nous passons à l'étape suivante. Parfait. Alors, nous prenons la question de Monsieur Nzuriman. En termes de pourcentage, où avez-vous plus de sources de revenus? En ligne ou vente hors ligne? Shop physique. En fait, il veut savoir si vous avez les deux. Vous avez un shop physique, un shop en ligne. Où avez-vous le plus de revenus? Thierry? Thierry, ça te tente? Si vous avez un shop physique et un shop en ligne, où avez-vous le plus de revenus? Avant le confinement, c'était bien sûr au niveau physique, mais le en ligne avait juste commencé à prendre d'ampleur juste avant que la pandémie commence. Donc, notre espérance est qu'après cette pandémie, cela se reverse. Donc, que les ventes en ligne représenteront peut-être 80% de notre chiffre. Donc, c'est ça les souhaits. Mais je sais que ça prendra encore un peu du temps pour que cela puisse arriver. On estime que c'est à partir peut-être du mois de septembre que vraiment les opérations vont reprendre peut-être timidement, mais ce n'est pas avant 2021 que vraiment les choses vont se remettre normales. Donc, pour Pierre? cette année, pour nous, c'est un peu, Oui. ce n'est pas comme un bon outlook. D'accord. Pierre, tu peux placer quelques mots? En termes de pourcentage, où avez-vous le plus de revenus? En ligne ou hors ligne? Toi qui as le projet d'ouvrir des points de vente, qu'est-ce que tu penses? Il y aura plus de commandes en ligne ou plus de commandes en physique? On t'entend pas, tu es en mute. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que je crois personnellement que en termes de points de vente, il y aura plus de ventes qu'en ligne. Pourquoi? Parce que peu de gens sont connectés en ligne que les gens qu'on peut trouver facilement dans des points de vente. Donc, je crois qu'à court terme, soit à long terme pour le moment, il y aura plus de ventes physiquement qu'en ligne. D'accord, il nous reste quelques 7 minutes. Nous prenons la question de M. Eric. Bonjour, un e-commerce doit être absolument accompagné de son site ou l'application mobile ou à elle seule peut garantir l'expansion de son activité. Ouf. Bonjour, un site internet, un e-commerce doit être absolument accompagné de son site ou l'application mobile à elle seule peut garantir l'expansion de son activité. Qui se lance, Rudy? Toi qui rencontres beaucoup de e-commerçants, est-ce que, d'après ton analyse, un site e-commerce à lui seul peut, un e-commerce doit être absolument accompagné de son site ou l'application mobile à elle seule peut garantir l'expansion de son activité? Bon, je pense que comme toute autre industrie, il faut commencer à penser à l'industrie de l'e-commerce comme de la même manière on essaie de canaliser de l'eau. Quand on essaie de canaliser de l'eau, on a le choix, soit on subit la nature ou on pousse l'eau à aller dans une direction qui nous convient. Okay? Alors, moi, je suis toujours de l'aspect qui dit, bien sûr, je comprends la situation que nous avons au pays, que les gens ne sont pas confiants, par exemple, d'acheter dans un site en ligne pour la première fois, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils se disent, on a d'autres options, allons sur WhatsApp, on va chatter avec quelqu'un pour qu'on puisse acheter en ligne. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on met un site en ligne, on a de moins en moins d'interactions à faire avec quelqu'un. Quelqu'un peut aller dans le site, acheter rapidement et payer rapidement, et vous avez la commande et vous commencez vos opérations. Malheureusement, nous avons subi la nature de nos pays africains. Nous subissons le fait que les gens ne savent pas comment ce genre de choses fonctionne ou ne sont pas assez éduqués dans des solutions numériques. Donc, on est obligé de nous adapter, de changer la manière dont nous faisons notre travail pour aller dans un WhatsApp. Quand quelqu'un veut acheter des baskets sur Wood App et qui doit commencer à pouvoir discuter avec quelqu'un sur le chat et pouvoir dire ma taille, c'est du 11 et puis il te demande encore c'est du 11 américain ou c'est du 11 européen. C'est des échanges au fait qu'on ne met même pas le coût
le coût de ce customer service n'est Du même temps pas humain, inclus dans du la temps vente. humain qu'il faut développer. Ouais. Ouais, c'est pas inclus dans nos prix. Et c'est là où, en fait, très souvent, on perd. Donc, je trouve que ce qui sera important pour les pays africains, peut-être c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut identifier les sites e-commerce qui sont, je sais pas le grand mot, legit, hein, je sais pas, une histoire d'une organisation de e-commerce qui pourront valider les sites e-commerce qui permettraient aux gens, avec l'éducation, et de pouvoir améliorer ça, où on sait que si ce site a un numéro d'identification sur leur site, on sait que au cas où, par exemple, j'achetais de la marchandise de ce site e-commerce, je peux aller dans cette organisation pour pouvoir réclamer. Tu vois, c'est vraiment à ce niveau-là que je pense que nous devons petit à petit essayer de canaliser cette eau de manière que ça puisse nous servir à nous. Sinon, on subira toujours. Donc maintenant, là, on est obligé de faire comme Oui. tout le monde le fait, Rudy, d'accepter les paiements cash. Et oui. Là, oui. Sa deuxième question, c'était de savoir est-ce que l'application mobile à elle seule peut garantir l'expansion de l'activité d'un e-commerce? Non, clairement pas. Parce que déjà, la majorité des gens en Afrique vont te dire qu'ils n'ont pas assez de place pour pouvoir mettre votre application dessus. Donc, ils vont l'enlever. Et ils vont le télécharger un jour et puis ils vont l'enlever parce qu'ils ont Et même le télécharger parce que ça prend quand même minimum 30 oui, mégas. ça prend voilà. Donc, ils préfèrent aller chaque fois sur le site que de garder ton application. Donc, il va directement il va l'enlever. Donc, aller sur l'optique d'avoir une application ne peut pas en rien garantir le succès de l'e-commerce. D'accord. On prend une autre question rapidement de Christian Amundala. En termes de pourcentage, quel est l'apport des réseaux sociaux sur vos ventes en ligne? Ouf. Qui se lance? Thierry, Sénèque, Pierre, qui se lance? En termes de pourcentage, quel est l'apport des réseaux sociaux sur vos ventes en ligne? Juste le chiffre, en termes de pourcentage. Bon, personnellement, je crois que c'est jusqu'à 80%, hein, parce que c'est le moyen le plus moins cher pour faire la publicité. Et je crois que ça contribue énormément. En tout cas, 80%. Personnellement, hein, c'est à 80%. Et le constat aussi est que lorsqu'il n'y a pas de pubs dans les réseaux sociaux, on constate une réduction même en termes aussi. Ça, j'avoue, il y a vraiment baisse de chiffre d'affaires quand tu ne fais aucune pub sur les réseaux sociaux. Déjà, quand tu partages plus rien, quand tu publies plus rien, ne serait-ce que de façon organique, sans forcément sponsoriser, tu sens que ton chiffre d'affaires, on oublie carrément que tu existes. Sénèque, en termes de pourcentage? Je dirais aussi 85%, parce que là, on se rend compte que déjà, en termes de marketing digital, toutes les stratégies se reposent en tout cas sur les différentes plateformes sociales, en tout cas. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre les consommateurs, par quels moyens et quelles sont les plateformes utilisées par nos différents consommateurs. Et on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, on sait les atteindre beaucoup plus facilement. Et voilà, on va beaucoup plus dans la logique de travailler sur notre image virtuelle, de fait. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, 80-85% des consommateurs, ils viennent via ces canaux-là. Alors, on prend des questions rapides. C'est toujours un spectateur anonyme. Comment faites-vous des bénéfices si les articles que vous vendez sur votre plateforme ne vous appartiennent pas? Sénèque et Pierre, comment faites-vous des bénéfices si les articles que vous vendez sur votre site ne vous appartiennent pas? Moi, je commence. Moi, comme j'avais dit, nous, on a commencé comme étant une marketplace. Et là, au-delà d'une marketplace, on a une marque propre à nous, en fait. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui développent des marketplaces. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent les marketplaces ici. Ils savent comment ça marche. On va beaucoup plus sur une logique de commission. Et avec des commissions, évidemment, ce ne sont pas vos articles et vous bénéficiez des commissions. La marge est réduite. Mais par contre, nous, on a pu quand même associer non seulement les articles qui viennent d'autres fournisseurs, mais on a nos propres articles qui font en sorte qu'à l'heure actuelle, ils sont quand même pouvoir non seulement nos charges, mais aussi pouvoir faire face, avoir des bénéfices au fait. Donc, du coup, non seulement on a des commissions, mais on a nos propres articles aussi qui se vendent très bien en tout cas. D'accord. Parfait. On prend une question rapidement. On prend la question de Emmanuel Atama. Le manque d'infrastructures en RDC constitue-t-il une barrière pour les e-commerce, surtout pour la livraison vers le client? Le manque des infrastructures en RDC constitue-t-il une barrière pour les e-commerce? Pierre? En
partie, oui, ça dépend. Hein. Ça dépend de quel endroit on part livrer. Ça dépend. Comme par exemple, parfois quand on part livrer vers Maluku là-bas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, en quelque sorte, je dirais oui, ça dépend. Ça dépend. Mais si c'est juste, par exemple, si on fait la livraison à travers les agences et tout ça, c'est plus facile. Mais oui, en tout cas, je dirais que oui, oui, c'est vraiment un handicap. Mais bon, là, ça appartient au gouvernement de trouver des solutions pour faciliter certaines choses. Et aussi la tracasserie hein, avec les policiers et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Donc, tu peux te retrouver avec un policier qui te prend de 1 heure à 2 heures, 3 heures du temps en train de te parler des infractions parfois qui n'existent pas. En tout cas, dans l'ensemble, en tout cas, je dirais que c'est compliqué. On connaît tous les difficultés, les mêmes genres de difficultés. Alors, la question à Sénèque, comment faites-vous pour éduquer ou apprendre aux clients retournants à passer les commandes en utilisant la plateforme en ligne plutôt que continuer? Ça, je crois que tu as parlé de ça. Mais bon, il y a aussi des stratégies que tu ne pourras pas donner parce que ça reste quand même la boîte de Pandore qui fait tourner la machine. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, voilà. Enfin, nous, c'est beaucoup plus en termes de paiement. Hein. Enfin, dans un premier temps, comme je disais, on va dans une logique où on livre, on paye. Le paiement, c'est fait à la livraison, mais après, on essaie un peu d'orienter, de canaliser le client sur d'autres méthodes de paiement en ligne. En fait, ça veut dire les mobile money et autres. Et après, comme j'ai dit, au fait, pour rentrer dans les plateformes website et autres, il suffit tout simplement d'expliquer aux clients comment est-ce que ça se passe. En fait, généralement, les clients, ils ont tendance à penser que avec les plateformes, avec les websites et autres, c'est trop lent le process. Mais par contre, si vous leur expliquez clairement comment ça se passe au niveau de votre website, ils arrivent tout simplement à comprendre que ben voilà, ils étaient juste à une ou deux étapes pour valider leur commande sur les websites et autres. Je pense que c'est avec non seulement moi, mais avec tous les autres qui évoluent dans le e-commerce, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est l'initiation en fait. Certes, c'est vrai, c'est peut-être dans 5-10 ans, peut-être qu'on aura vraiment des gens qui seront mieux calés au fait dans l'utilisation d'un website, une application mobile et tout ça. Donc, du coup, nous, on s'adapte au fait par rapport au marché. Merci les amis. Il y a encore des questions, il y a encore 9 questions, mais ça fait 2 heures de webinaire. Donc, il y a Rudy qui me regarde déjà bizarrement parce qu'il doit aller faire de l'argent. Il y a Thierry qui n'arrête pas de se gratter. Donc, là, il me dit que voilà, on arrête quand. Donc, c'était très intéressant. Il y a encore des questions. Ce que je vais faire, je vais carrément prendre les questions que j'ai reçues. Je vais les envoyer aux personnes à qui vous avez adressé ces questions et ils répondront. Sûrement, je vais partager également les réponses. Je vais vous envoyer également leurs réponses ou bien je vais partager les coordonnées et tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce premier webinaire Covid e-commerce en RDC et Covid. Boni. Oui, oui. Boni, on n'a pas un mot de la fin. Ah, tu m'aurais dit quelque chose. Ouh, ça sent la pub, ça. Non, mais il y a deux gars qui sont là, qui vont me tuer si je ne cite pas leur nom, quoi. Je salue José et puis Urey qui me suivent en ce moment. Donc, du coup, merci en tout cas. Tu disais qui? José et Urey, ils sont connectés là. Ils m'ont dit DG Boakanga Libanga. Merci, les gars. D'accord. Rudy, un mot de la fin? Tu es sur mute? Rudy, tu es sur mute, on ne t'entend pas. Ouais, vas-y. Oui, bon, tout ce que je peux dire, c'est à tout le monde de garder son indépendance en commandant la marque, la carte MaxiCash. La pub. Pierre, tu as un mot de la fin? Connectez-vous sur Mokitunga et faites les achats. On a besoin d'argent pour expand. On doit concurrencer aussi les supermarchés qui existent avec nos points de vente. Donc, commander, acheter, je crois que ça va nous booster. Ces bénéfices-là vont toujours être redirigés pour concurrencer ce qui existe actuellement. Exactement. Moi, je vais juste ajouter pour tous mes vendeurs e-commerce. Qui voyagent beaucoup, hein? Qui voyagent beaucoup. Sénèque, Pierre, Rudy. Qui voyagent beaucoup. Mais si vous avez besoin de la marchandise qui vient des États-Unis, je ferme un conteneur dans 2 semaines. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Ça sera avec vous à Kinshasa dans 2 mois. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un boost pendant ces périodes de COVID-19. Voilà, on a parlé d'approvisionnement. Donc, voilà une solution. Et par rapport à Fly 243, tu as un mot de la fin?
Oui, donc, bon, moi, j'attends impatiemment que les aéroports ouvrent. Comme ça, je serai parmi vous là-bas à Kinshasa. Donc, et beaucoup d'autres personnes aussi. Donc, visitez notre site et aussi notre page Facebook. Donc, aimez et partagez aussi. Merci. Alors, merci à tous mes panélistes d'avoir été là. Merci à Thierry Tobajika, à partir de là où tu es aux États-Unis. Merci à Pierre Kabambi qui est sur Kinshasa, je pense. Merci à Sénèque Lobonga qui est également sur Kinshasa. Merci à Rudy Mokwamu qui est en Afrique du Sud. Merci à Esbora qui était sur Kinshasa, qui était d'ailleurs en plein marché. Merci à Kenny et Anna de Oudap qui étaient dans son bureau sur Kinshasa. Merci à vous tous. Merci à Déo, à la technique qui m'a aidé à organiser avec une bonne connexion. Merci à vous tous, à tous nos spectateurs qui avaient suivi ces webinaires. Vous avez été nombreux à avoir suivi ces webinaires. Toutes vos questions, il y a encore 10 questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je vais envoyer à tous les destinataires et puis vous envoyer les questions. Bien, je vous mettrai en contact. Merci à tous. On se revoit sûrement dans un mois encore. Je pense qu'on pourra faire encore un autre webinaire dans les 30 prochains. Rudy, ça te va? Les 30 prochains, on peut encore parler de e-commerce pendant 2 heures comme ça. Sénèque, Pierre, Thierry. Ça marche. Moi, ça va, moi, ça marche. Le 30, Pierre? Oui, ça marche. Le Thierry, plus on en parle, le plus on éduque le marché sur l'utilisation du numérique. Voilà, Exactement. donc rendez-vous pris pour le 30. Tous ceux qui ont de e-commerce comme nous, qui veulent intervenir, qui veulent être panélistes, écrivez-moi à boni@tinda.cd, c'est BO2NY@tinda.cd. On va discuter et puis je vous rajouterai comme panéliste. Il suffit d'avoir un très beau site comme Sénèque, comme Pierre, comme Thierry, comme Rudy, comme Kenny, comme Esbora. Et il y a un très beau site. Et puis, on va discuter, on va échanger, on va vous annoncer comme panéliste et vous pourrez faire la pub de votre e-commerce en RDC. En tout cas, ça commence, cette vague commence et elle ne va pas s'arrêter, surtout qu'avec Covid, Thierry va trouver des mesures de résilience, Pierre va trouver également des mesures de résilience. Nous allons nous adapter, nous allons faire en sorte qu'on puisse parler également de e-commerce en RDC. Merci à tous. On se retrouve le 30 juillet. Bye. Merci. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.